Super. Ça faisait 6 mois que j'ai pas fait de live, donc je sais plus comment faire. Alors, bah c'est parfait. Si vous m'entendez, on va commencer ce live. Alors, merci d'être présent déjà. J'espère que vous allez bien. Euh, donc on va faire ce petit live sur ce qu'on appelle le DCA. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop préparé la chose, hein. J'ai préparé ça en quelques minutes juste avant le live. Alors j'ai quand même fait un plan, parce que je me dis il y a quand même pas mal de choses à dire sur le DCA. Et on va quand même faire j'ai fait un petit plan quand même général. Alors, ouais, alors déjà, je suis obligé de le dire, hein, j'ai aucun conflit d'intérêt. C'est-à-dire, je vais présenter sûrement des fonds et je suis pas logiquement actionnaire de, par exemple, d'Amundi, de Lyxor, etc. Et bien sûr, ce que je vais dire, ce n'est pas un conseil d'investissement. J'espère que vous allez faire vos propres recherches et peut-être vous allez dire, bah, ce que je dis c'est bien ou à l'inverse c'est nul. Voilà. Alors, on va commencer. Euh, Premièrement, on va faire l'introduction. Pourquoi je fais ce live sur le DCA? Parce que plein d'autres sujets qu'on peut faire. Il y a l'inflation, en ce moment c'est à la mode, on peut en parler tout à l'heure. Mais je voulais faire un point sur le DCA parce que bah, je parle avec certains d'entre vous en privé, hein. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger, ou même avec des amis qui ne suivent pas sur Twitter mais qui me posent des questions, disent bah voilà, c'est dur la bourse, ça monte, ça descend, oui, logique, mais je trouve jamais le bon timing, j'achète sur support, mais le support se pète la gueule, etc., etc. Je perds de l'argent et ma psychologie est au fond du trou. Donc il y a une méthode qui existe depuis très 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 longtemps qui s'appelle dollar cost average, qu'on appelle aussi des fois le Moyen Âge, on va moyenner plutôt. Ça peut être une méthode que je vais vous expliquer. Et vous allez voir si ça vous aide ou pas, si ça vous est utile ou pas. Vous allez peut-être vous dire, bah non, ce n'est pas pour moi ce genre de choses. Et voilà. Donc en gros, le but, c'est surtout d'aider les gens qui ont un peu de mal avec la bourse et qui veulent pas aussi non plus prendre trop de temps sur tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois dessus. Voilà. Alors la définition, alors qu'est-ce que c'est le DCA, hein? C'est assez simple globalement. C'est juste mettre de l'argent tous les mois sur une action, sur un indice. Voilà, mettre, on va dire, une somme fixe en général sur un indice, donc ce qu'on appelle les ETF, hein, on va voir dessus ce que c'est tout à l'heure, une action, obligation, crypto-monnaie, etc. Voilà, c'est juste mettre la somme fixe. Imaginons, vous mettez 100 euros par mois sur un indice. Voilà, c'est juste ça, de façon fixe. Je vais vous montrer ce que ça donne, par exemple, sur un indice. On reviendra tout à l'heure hein, sur les indices, sur le S&P 500. Alors, le S&P 500, euh, je vais pas revenir trop dessus trop. Bah, je sais un petit peu rapidement. Le S&P 500, c'est juste entre guillemets les 500 plus grosses sociétés américaines, hein. C'est un indice qui suit globalement les 500 plus grosses sociétés américaines. Voilà, tout simplement. Donc, le DCA, c'est juste on va mettre 100 euros ou 100 dollars tous les mois, que ça monte ou ça descend, qu'il y ait un crack ou l'inverse, que ça explose à la hausse euh, pendant une certaine durée. Déjà, vous avez compris que c'est une stratégie moyen-long termiste. C'est pas sur du court terme. Donc on peut faire un exemple. On peut par exemple commencer en 2011, donc il y a 10 ans, au mois d'avril, on a commencé à mettre 100 dollars tous les mois. Tous les mois, on va mettre 100 dollars, que ce soit à la hausse ou à la baisse, euh, dans cet indice. Et ça va nous calculer à peu près. Alors, ce calculateur va nous dire ce qu'on gagne. Donc on a investi 12 000 dollars. J'enlève l'inflation, hein, on va rester à 12 000 dollars. Et ça fait qu'à la fin, vous avez 25 000. Voilà, 25 000 dollars avant impôt, bien sûr. Et donc, ça fait une bonne perf autour de 14%, voilà, hors inflation, hors, etc., etc. Pourtant, entre-temps, hein, vous savez ce qui s'est passé, on va dire, une petite guerre économique entre la Chine et les États-Unis, le Covid, etc. Vous allez me dire, bah oui, c'est simple, on sait ce qui s'est passé sur 10 dernières années. Et ben, on peut aller plus loin, on peut dire que la personne a commencé à investir 100 dollars en 99, donc juste avant le crack, bah, les deux cracks, hein, les deux gros cracks qu'on a eu récemment, le crack de 2000 et après le crack de 2007-2008. Donc là, on le fait sur plus de 20 ans.
On va calculer ce que ça donne. Donc on aura investi notre poche sur 20 ans, 26 000 dollars, et à terme, on a 90 000 dollars avant impôt, et ça fait une perte de 10% en moyenne par an avant impôt, hein, je précise. Voilà. En gros, le DCA, son but, c'est d'enlever toute la psychologie de tout ça, de toute la psychologie de la bourse. On va revenir sur le S&P 500, après on fera d'autres indices pour vous montrer. Voilà, là sur le S&P 500, sur en arrière, c'est quand? C'est loin en arrière. C'est là. Donc là, on a commencé, par exemple, on avait dit en 99, on a commencé assez haut. Et le but, c'est de moyenner à la hausse et à la baisse, euh, tout simplement, notre investissement. Voilà. Donc en gros, on se dit, bah, c'est quand même pas mal. Je prépare ma retraite, je mets 100 dollars, 100 euros ou plus, hein, au moins, en fonction de situation. Et puis ça monte, et comme ça, on est bien. C'est-à-dire, le krach boursier, on s'en moque. Le krach qui est là. Et le krach de 2007-2008, on s'en moque aussi. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Tu valides que cet indice réinvestit les dividendes, demande Bester. On m'a dit que oui. Voilà. Après, il faut regarder sur chaque ETF. Je vais revenir un peu sur mon plan, parce que je voulais être sûr rien louper, parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire. Euh, donc les avantages, on en était là. Voilà. Les avantages. Alors, je pense que vous avez compris ce que c'était, hein, le DCA, c'est juste on met une somme, soit sur une action, soit sur un indice, soit sur une crypto-monnaie, pourquoi pas, hein, si, voilà. Alors l'avantage, c'est la psychologie. Je reviens dessus parce que c'était à l'introduction. C'est-à-dire que en fait, il n'y a plus de psychologie derrière tout ça. C'est juste on investit bêtement dedans, comme un paresseux. Voilà. On est paresseux, on n'a pas envie de réfléchir sur tout ça. Par exemple, je vous avais dit qu'en 2018, il y a eu une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Le S&P 500 avait perdu 18%, ce qui est pas mal, hein. Vous avez commencé en 2018, vous êtes toujours gagnant à ce moment-là. Le krach du Covid, ça a perdu 30% environ. Vous voyez, on est bien. Les élections américaines pour ceux qui ont assisté ça cet hiver, cet automne, ça a perdu 10%, ce qui est quand même 7%. Je crois que le Nasdaq a perdu énormément. Et ben là, on n'a rien ressenti en méthode DCA. Voilà. Et pareil, là récemment, au mois de janvier, février, il y a eu une petite consolidation. Voilà. Vous voyez toutes les petites bougies, les mèches. C'est-à-dire qu'il y a eu cette baisse. On va se mettre en semaine. On va se mettre en semaine. Euh, Attendez, c'est où? C'est ici, là. Février, le S&P 500 avait perdu 5%. Et à ce moment-là, bah, je sais pas, quelqu'un qui fait pas du DCA va peut-être panique parce qu'il dit, bah tiens, c'est l'inflation, c'est je sais pas quoi, il y a la guerre quelque part, j'en sais rien. Voilà, une excuse du marché pour consolider. Et il va vendre en panique. Et la méthode DCA passe outre ça, on va hold, en fonction de votre âge bien sûr, hein, et de combien de temps vous voulez faire du DCA. Et bah il vend jamais en fait, il va juste acheter, que ça monte ou ça descend. Et en fait à l'époque, on va dire bah tiens, on va dire 1er janvier, si vous bah, c'est par là, on va dire 1er janvier. On achète à 3700 points le S&P 500, on dit bah c'est quand même haut, j'achète à son plus haut. Sauf que maintenant, 3700 points, bah, on est quand même loin. On va peut-être aller les chercher dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'en sais rien, ou jamais. En tout cas, la méthode SCA ne dit jamais si c'est haut ou c'est bas. C'est juste on va moyenner à la hausse ou à la baisse. Voilà. Regarde si vous pas d'autres questions. Donc je vais continuer dessus. Alors, la psychologie, on a pas. Alors, le bénéfice. D'autres avantages dessus, vous l'avez compris, c'est le temps. C'est-à-dire que le rapport bénéfice-temps est bon. Est très bon en soi parce que vous avez juste combien de temps à faire? Peut-être 5 minutes par mois ou par trimestre, hein. Vous pouvez faire aussi du DCA par trimestre. Vous pouvez faire du DCA par trimestre. Là, on est en trimestre. Chaque bougie correspond à un trimestre. Vous pouvez le faire tous les trimestres, tous les ans ou tous les mois. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc en termes de rapport bénéfice-temps, on est plutôt bon. C'est aussi important. Le temps, c'est l'argent ou du repos aussi. Donc c'est important de voir ça. Par exemple, c'est ce que je dis souvent, si vous passez, je passe 3-4 heures par semaine, ou voire beaucoup plus, et que vous n'arrivez pas à battre le DCA ou l'indice S&P 500, il faut vous poser quelques questions. Voilà.
Dire, est-ce qu'il ne faut pas juste que j'achète un ETF et que je ferme mon PC ou que je fasse du DCA dessus? Voilà. Ça, c'est très bon en termes de rapport bénéfice-temps. Ça, c'est deuxième point. Je vous avais dit le premier point, l'avantage, c'était la psychologie. Il n'y a plus trop de psychologie derrière ça. Deuxième chose, c'est l'avantage, c'est le temps, hein. On passe très peu de temps dessus. Troisième chose, ah oui, j'avais mis les frais de courtage en avantage. Et bah oui, il y a très peu de frais de courtage parce que vous avez passé un ordre une fois par mois, une fois par trimestre. Vous avez juste payé une seule fois. Et finalement, vous vendez jamais, donc vous n'avez pas payé de frais de courtage de sortie. Donc voilà, et ça c'est très intéressant. Par exemple, si vous passez, je sais pas, 5 ordres par jour, bah, je vous laisse faire le calcul, combien ça fait finalement sur un mois, quoi, vous payez en frais de courtage. Euh, alors, l'autre avantage que j'ai pas parlé, mais je l'ai dit sur Twitter, mais je reviens dessus pour ceux qui n'ont pas lu, on va se remettre sur Google. J'avais fait un petit tweet euh, sur, alors c'est un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, hein, qui est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, hein, qui aborde beaucoup de choses, dont la méthode DCA. La méthode DCA, ça peut être pas mal hein, aussi si vous avez peur du crack. On rentre dans la psychologie quelque part. Donc en gros, dans ce, dans ce livre, c'est une étude, hein, ils reprennent une étude qui dit qu'en fait, si vous avez fait du DCA sur 10 ans, entre 1929, c'est ça, attendez, si vous avez investi 12 000 dollars en actions du S&P 500 en septembre 1929 pendant 10 ans, vous n'auriez plus que 7 000 dollars. Et si on avait fait du DCA en 1929 pendant 10 ans, donc 100 dollars tous les mois, 10 ans plus tard, vous avez 15 000 dollars. C'est-à-dire que même lors du pire crack de tous les temps, en tout cas considéré comme un des pires cracks de tous les temps, avec bourse, je crois qu'il a perdu plus de 80%, on pourra regarder tout à l'heure sur le graphique, et bien vous êtes gagnant 10 ans plus tard. Parce que vous avez moyenné à la baisse en fait. C'est ça qui est intéressant. Et pareil, donc ça c'est la première chose sur le crack de 1929, il y avait la même chose sur, je crois que c'est sur 2000, voilà, le crack Internet, hein, le crack des big tech de 2000. En gros, si, alors faut que je revoie ce qu'ils avaient dit. En gros, on met 3000 dollars direct, on investit tout de suite 3000 dollars dans le S&P 500, et on fait tous les mois, on met tous les mois 100 dollars. Je crois qu'à la fin, il vous reste combien? Vous avez 4600 dollars. Alors que si vous avez investi tout cet argent, c'est-à-dire les 3000 dollars plus ces 100 dollars tous les mois pendant 3 ans, à la fin, vous aurez mis 14 000 dollars directement au lieu de l'étaler sur le temps. Je sais pas si c'est très clair. Et en fait, à la fin, vous avez plus beaucoup, hein. Je sais plus combien ils mettaient, mais c'est très 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 peu. En fait, je l'ai plus exactement. Votre investissement total se serait élevé à 6600 dollars. Avec un indice minimal à ajouter 100 dollars. Alors, si on avait mis 3 000 dollars et qu'on avait mis 100 dollars tous les mois, à la fin, il nous reste 6600 dollars. On aurait perdu de l'argent, je crois, dans l'histoire. Vous aurez perdu 30% quand même, ce qui est énorme, hein, 30%. Euh, et n'oubliez pas qu'en moyenne, hein, à la baisse ou à la hausse. Et par contre, si on avait mis tout de suite tout cet argent, donc les 3000 plus les 100 dollars par mois d'un coup, on aurait perdu 41%. Ça, c'est une étude de Vanguard. Donc, pour ceux qui ont peur des cracks boursiers, ça peut être bien. Voilà. Ça peut être bien de faire du DCA. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si il y a des choses que vous voulez qu'on éclaircisse. Donc, donc l'avantage, je reviens dessus, donc la psychologie, donc la peur que ça monte ou que ça descende. La peur de monter, c'est la peur de louper le train, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out, et la peur de crack, hein, ça tout le monde l'a bien sûr. En ce moment c'est le cas, il y a des gens qui ont peur qu'il y ait un crack, un début de crack, voilà. Donc ça peut être pas mal, ça enlève toute la psychologie. Deuxième avantage, on l'avait dit, le rapport bénéfice-temps, très intéressant. Donc on appelle ça l'investissement passif, hein, finalement, vous n'êtes plus du tout actif sur le marché. Et bien sûr les frais de courtage qui, voilà, ça joue un peu quand même, hein, les frais de courtage. Mais vous allez me dire, ouais, bah alors c'est parfait ton truc, ça fonctionne bien, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Bah, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients de cette méthode-là. Il y en a plusieurs. Et bizarrement, dans le livre de l'investisseur intelligent, il en parle pas beaucoup des inconvénients. Ça, je trouve ça dommage. Alors, la performance, est-ce qu'elle est si bonne que ça? Quelque part, je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que si vous avez mis, euh, comment dire, par exemple, vous avez, au lieu de tout mettre d'un coup, vous faites le DCA, donc le DCA c'est mieux. Et ben en fait, c'est un peu faux. C'est même totalement faux en soi. En tout cas, c'est faux pour le S&P 500.
Je vais revenir sur l'exemple. Alors, je vais utiliser un autre truc. C'est un autre calculateur. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? C'est un autre calculateur hein, que j'ai trouvé. Donc, c'est un calculateur qui va faire du DCA sur 10 000 $. Donc, en gros, il y a deux façons. Alors, je l'explique mal. Il y a la méthode A qui est là. En gros, ils vont investir 10 000 $ d'un coup dans le S&P 500. On va choisir une date hein, et un mois pendant 10 ans et on va voir combien on gagne à la fin sur 10 ans. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Non, sur 12 mois, pardon. Pas sur 10 ans, sur 12 mois. Donc là, on est sur du très très courte durée. Attendez, je relis bien ça. Oui, c'est ça. Après 12 mois, donc sur un an seulement. Et ils vont le comparer avec le DCA. Donc on va investir 10 000 $, mais équitablement sur 12. Et en fait, on va regarder que je crois que sur 2 fois sur 3, en fait, le DCA sous-performe la méthode d'investissement en une fois. En tout cas, ça c'est du court terme, parce que là on est sur un an seulement. Voilà, ça vous pouvez regarder, hein, vous avez le lien en haut, si vous voulez regarder. Mais en gros, à chaque fois, c'est rouge. Voilà. Vous voyez des performances quand même intéressantes à chaque fois. Hein. Sur 12 mois, vous mettez 10 000, à chaque fois vous avez 7% de performance sur les S&P 500. Ou des fois, bon, voilà, là vous avez perdu beaucoup parce qu'on est en plein crack en 2001 avec World Trade Center, tout ça. Sur 2020, je crois qu'on est pas mal. Hein. On est presque à 10%. En DCA, par contre, c'est mieux. Voilà. Et on a remarqué que finalement, le DCA n'est pas toujours le plus performant. Et c'est le cas, je vais reprendre l'ancien calculateur. Donc là, on va faire sur 10 ans, par exemple sur 2011 à 2021. Voilà, on va commencer à investir en avril 2011 et on va dire qu'on finit en avril 2021. Imaginons qu'on va mettre 100 $ par mois pendant 10 ans sur le S&P 500. Donc, bon, vous connaissez, ça fait 12 000 dollars investis. Et ça fait, à la fin, vous avez 26 000 environ dollars avant impôt sur votre titre ou PEA, avant impôt bien sûr. Alors j'ai pas mis avec l'inflation. Donc ça fait 12 mois, il faut que je recalcule ça. Ça fait 1200, ça fait 12 000, oui 12 000, je suis bête, c'est écrit là. Donc ça fait finalement 12 000 $ investis sur 10 ans et vous avez 26 000 $ avec la méthode DCA. Et si on n'avait pas fait la DCA, vous avez 12 000 en poche et vous dites tiens j'ai envie de mettre tout de suite dans le S&P 500, on calcule et en fait là vous avez 42 000. Donc est-ce que le DCA est bien ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sûr. Vous voyez là, la méthode d'investir d'un coup est meilleure. Voilà. Après, attention, 2011, c'est la reprise. On peut tricher un peu. On peut faire plein de calculs. Hein. Là, j'aime pas trop ce qu'on regarde dans le passé. Il faut pas regarder dans le passé. C'est pas très bon de faire ça. Mais on peut faire la même chose en 2008. On est au plus haut. On met 100 $ par mois entre 2008 et 2021. Calcul. Donc, on investit 15 600 en DCA. Et on a 42 000, ce qui est pas mal. Hein. Et on va mettre 15 600 d'un coup. Donc et on n'investit pas en DCA. Calcul. On est à 56 000. On est toujours mieux si on investit d'un coup. En tout cas pour le S&P 500. Euh, voilà. Par contre, alors là j'ai pas trouvé, mais ça doit exister. Je vais revenir sur le schéma. J'avais prévu quelque chose à dire avant. Voilà. Deuxième point, en gros, vous avez compris qu'avec ce que je viens de vous dire là, est-ce que c'est mieux DCA ou investir d'un coup? Bah, ça dépend en fait de dans quoi vous allez investir. C'est en fait, il faut bien choisir votre action et votre indice en soi. Donc là, on va revenir sur les graphiques. Parce qu'en fait, le S&P 500, vous savez qu'il est haussier sur le long terme, d'accord, hein, il est ultra haussier. Genre les cracks de 2000, 2010, 2008, c'est rien du tout en fait dans l'histoire. Voilà, le crack du Covid, c'est rien du tout. Le crack de 88, c'est rien. Le crack de 90, c'est rien. Pareil, si on regarde le Dow Jones et l'indice américain industriel, là on va voir 1929. Hein, vous allez voir à quel point c'est stupide hein, la bourse américaine. Et ben, ok, là on est à 1929. Oh, faut zoomer, hein. Il est là. Bien sûr que la bourse a perdu sur je sais pas combien d'années, voilà, presque 80%, plus de 80% de mes souvenirs, sur 3-4 ans. Donc voilà, hein. À l'époque, il n'y avait pas les banques centrales, hein, je précise. Et ça a mis je sais plus combien d'années pour que ça revienne. Je sais plus, je vais regarder.
Ça a mis quand même longtemps. Vous voyez, ça a 55. Ça a mis 25 ans pour que ça revienne à niveau. Donc en fait, ça dépend de quelle époque, sur quel indice sont mises les choses, aussi sur quel timing. Peut-être qu'il y aura le plus grand crack boursier de tous les temps sur le Dow Jones ou le S&P 500 prochainement, et puis faudra, je sais pas, 20 à 30 ans pour que ça se remette bien. Donc le DCA, ça peut être bien. Mais il y a des gens qui disent, bah ouais, mais ce que je viens de vous prouver à l'instant, que d'investir d'un coup, même au plus haut, en, sur le S&P 500 en 2007-2008, on a mis 2008, hein, donc c'est pas le plus haut, mais presque au plus haut, et ben finalement c'est mieux. Et je vais prendre un autre exemple, c'est le Nikkei, hein, l'indice japonais. L'indice japonais, si on prend cet exemple, 90, on achète au plus haut, vous n'avez toujours pas récupéré votre mise, hein, 30 ans après. Voilà, si vous avez acheté un ETF dessus. Par contre, celui qui a fait du DCA sur 20-30 ans, parce qu'il prépare sa retraite dans 20-30 ans, sur 10 ans, bah, il a moyenné, quoi. Il a moyenné vers la baisse, et alors je sais pas, il faudra trouver un calculateur, mais je pense qu'il est pas mal, mais s'il a acheté au plus haut ici, finalement, il a acheté qu'une seule fois au plus haut. On l'a mis par trimestre, c'est pas bien. Par mois là. Bah, finalement, il achète là, ici, là. Même, imaginons qu'il a acheté ici. Tous les mois, il achète, hein. On peut regarder vite fait, hein. On va dire qu'il a commencé là, hein, et il achète tous les mois, donc est-ce qu'il y a une touche à gauche? Si, H. Ok, donc en fait, il achète tous les mois, et donc là, il accumule ici, et il accumule, il accumule, il accumule, il accumule. Donc là, il a un PRU qui est de plus en plus élevé, qui doit arriver par là, je pense. Et sauf que, bon, ça c'est sur une durée de combien de temps? Sur 2 ans à peu près, donc en moyenne. Et je pense, après, donc ça descend petit à petit, et ça descend très vite, hein, vous savez, hein, quand on craque, et il remoyenne, voilà, comme ça. Et en fait, à un moment donné, je pense que si ça reste bien là, il va pas perdre tant d'argent que ça. Pourtant, il s'est pris le crack. Je suis pas sûr qu'il soit gagnant là, sur le Nikkei, même sur 10 ans, je suis pas sûr. Sur 20 ans, peut-être qu'il revient avec le DCA. Or, c'est même pas sûr. Et ouais, c'est même pas sûr sur le Nikkei. Mais il a voulu investir en bourse, mais je pense pas qu'il est perdant dans l'histoire, mais pas aussi perdant que quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, qui a, qui a fait all-in dessus sur 7 jours. Voilà, c'est pas une méthode infaillible, hein, ce que je viens de vous dire, mais c'est quand même important que je vous montre le Nikkei qui est important. Je vais vous parler d'un autre indice après tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, euh, parce que c'est très important. Alors, c'est quoi j'ai mis en inconvénient? Troisième point, j'ai mis la psychologie. Oui, la psychologie, oui. Alors, j'ai mis que c'était un avantage de faire du DCA sur parce ça enlève toute psychologie, mais aussi il faut avoir une psychologie particulière pour faire du DCA. C'est-à-dire qu'il faut tenir la position. Je vais vous parler d'un indice. Alors, je vais vous parler plutôt d'un ETF qu'on appelle le CW. Pourquoi je vous parle de cet indice? Alors, c'est le World, hein, c'est-à-dire c'est euh, c'est euh, c'est le MSCI World. Je sais plus quelle société fait ça, je pense que c'est pas juste le MSCI. C'est la capitalisation. Alors, dire de bêtises. C'est la capitalisation. C'est une définition très particulière, je vais pas dire de bêtises. Ça mesure la performance, voilà, c'est ça, des marchés boursiers dans les pays économiquement développés. MSCI World. Donc là, c'est le l'ETF de chez Amundi, hein, qui est PEA, voilà, cible. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un ami qui m'en a parlé. La première fois du DCA. C'est-à-dire que lui, il faisait du DCA depuis 2-3 ans, tout simplement. Je pense qu'il a dû commencer par là, à peu près, hein, euh, ici, par là. Et il en mettait tous les mois. Il mettait tous les mois de l'argent dans le CW8, hein, dans cet ETF, World, et il a fait ça. Donc il avait une performance, on va se mettre en annuel, hein, qui est moyennée bien sûr, hein, qui est pas représentatif, mais il a commencé en 2017. Imaginons qu'il a commencé au plus haut, en moyennant, je sais pas s'il atteint, mais il a fait peut-être un peu moins de 31% avec le DCA. D'accord. Non, on peut pas. Attends. Parce qu'en fait, il s'est arrêté en 2020. Il a dû faire 20% de performance à peu près, ou un peu moins, sur 2 ans, ce qui est pas mal, hein. Avec le DCA, on va se remettre en moins parce que c'est plus visible. Donc il a acheté ici, il a acheté là, donc là, voilà, hein, chaque bougie correspond à un mois. Il a acheté là, 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 etc., etc. Et bien sûr, là, il s'est pris la... Non, c'est pas là, c'est là. En 2018, il s'est pris la guerre sino-américaine économique. Et en fait, il a décidé, en mars, de vendre son CW8 parce qu'il a eu peur du Covid. Et il a bien fait. Il a bien fait parce qu'il s'est pas pris le crack. Il s'est pas pris le crack.
Donc il a été bénéficiaire. Je sais pas quelle était sa moyenne, hein. Voilà, je sais pas où il l'a vendu, etc. Je pense qu'il a dû faire au moins 10% sur 2 ans. C'est quelqu'un qui connaissait rien à la bourse, hein. Il connaissait rien à la bourse, il connaît pas les graphiques. Il suit pas du tout l'actualité, hein, je précise. C'est le but du DCA quelque part, on suit pas l'actualité. Il a quand même vendu parce qu'il a suivi l'actualité. Il dit, oh, ça sent le pâté. Donc il a bien fait, il a vendu, il a pris ses bénéfices, sauf qu'il a arrêté de faire du DCA. Il a arrêté. Il a arrêté. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé? Il a arrêté, il a commencé à acheter des actions. Je sais pas si ça s'est très bien passé pour lui. Je crois qu'au début, ça s'est bien passé. Là, je crois qu'il doit être flat. Sauf qu'entre-temps, imaginons qu'il avait un PRU, j'en sais rien, on va mettre un peu haut ici, hein, à 266 sur cet ETF. Et il a vendu, on va dire ici, hein, je dis au pif, il a fait 10%. C'est un exemple que je vous donne, hein. Bah, si il avait continué à faire du DCA, et ben en fait, il aurait pu faire plus 35 ou un peu moins si vous voulez, parce qu'il fait du DCA, donc sa performance est moindre. Et je veux dire que par là, il aurait eu, à l'heure actuelle, son ETF aurait eu peut-être une bonne performance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile à calculer, je vous laisserai faire si ça vous intéresse de faire le calcul moyenné, voir quel est son PRU s'il avait continué à faire ça sur le sur le CW8. Euh, voilà. Mais en gros, je pense qu'il aurait fait au moins 15-20%, c'est quasi sûr, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est ce que je lui ai dit récemment, je fais, bah, je pense que tu n'aurais jamais dû arrêter de faire du DCA. Ta méthode fonctionnait bien. Finalement, tu as pris un peu plus de temps sur les actions boursières. Est-ce que tu as performé ton DCA? Et il sait pas, mais je suis pas sûr. Tu as performé à l'heure actuelle. Parce que quand même, la bourse n'a pas été facile sur la dernière année. Il y a eu beaucoup de fake crack, hein, de fake consolidation, hein. Voilà, à tout moment, c'était des. Alors là, on a l'impression que c'est facile quand on regarde, mais finalement, ça monte, ça descend. C'est quand même des mouvements erratiques, hein, des 5%, c'est énorme, hein, qu'on n'a pas l'habitude, 7%, etc., etc., quoi. Même là, vous voyez, on est monté un plus haut sur le TF MSCI World, là on a perdu 3%. Est-ce qu'on est au début de consolidation qui va descendre très bas, ou est-ce qu'en fait ça c'est rien du tout et qu'on sera peut-être là en 1 ou 2 ans, vous voyez ce que voilà. Toujours pas de questions, n'hésitez pas à me dire, hein, faut pas que je sois tout seul non plus, parler dans le vent. Voilà. Ensuite, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Moi j'ai bien fait de faire un plan. Alors, sur mon plan, on va se remettre sur le plan parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire sur ça. Donc la psychologie, voilà, c'était ça. L'inconvénient, c'était la psychologie parce qu'il faut tenir sa position aussi. Oui. Vous avez combien compris que c'est pour du long terme ça, hein, et que en plus, officiellement, vous n'allez pas devenir riche avec ça, d'accord? Vous avez bien compris que c'est un complément, hein, de retraite, complément de revenus sur du long terme, d'accord? Et bien sûr, c'est l'argent que vous mettez dedans, si vous mettez 50, 100 ou plus ou moins en fonction de votre profil, hein, de voilà, de votre style de vie, de vos emprunts, parce que si vous avez une maison à rembourser ou que sais-je encore, c'est sûr, il faut pas tout mettre dedans. Ça, j'espère que vous avez bien compris. Euh, voilà, il faut diversifier, bien sûr. Voilà, il faut vraiment que vous réfléchissiez à votre profil voilà, à votre situation financière, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à pas regarder la bourse, etc., etc. Donc c'est pour ça que je disais que la psychologie, c'est important. Ensuite, je voulais faire, voilà, bah, justement, c'est pour ça que je voulais parler du MSCI World un peu, parce que ça fait une transition. Sur quoi on le fait? Donc il y a plusieurs possibilités. Sur les indices, il y a le MSCI World, le S&P 500, les actions et la crypto. Donc le MSCI World, bah, alors, j'ai préparé la page Wikipédia, hein, justement. Donc c'est un indice boursier géré par MSCI, mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. Alors pourquoi les gens aiment bien le MSCI pour faire du DCA? Beaucoup aiment bien ça. C'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de liquidités sur le marché, hein, il y a de plus en plus d'argent. Vous le voyez en ce moment avec l'inflation. Si l'inflation, c'est pour différentes raisons, en partie, hein, je dis bien, à cause du fait qu'il y a trop d'argent dans le monde, quoi. Et donc, le MSCI World, si vous voulez, alors j'ai plus le chiffre là et je n'ai pas retrouvé l'info. Je crois que depuis 1960, je sais plus, j'ai vu quelque part l'info. Je crois que ça prend en moyenne 10% par an. Alors vous n'avez pas à garder cet argent pendant 50 ans. Vous n'avez pas gardé l'indice pendant 50 ans, sauf si vous avez commencé à 20 ans, à 18 ans ou à 15 ans, ou pour votre enfant. Comme ça fait un bon complément de retraite. Mais en général, voilà, sur la performance, c'est de 10% par an sur 50 ans. Je pense que c'est beaucoup moins, hein. Je crois que c'est 6% depuis 10 ans, je crois.
le MSCI World. Donc en gros, voilà. Voici le MSCI World. Donc, on va prendre récemment, on va prendre sur les 20 dernières années. Alors, vous savez, hein, les performances du passé ne préjugent pas des performances futures, tout ça, vous le savez. C'est pour ça que je vous parle du DCA, hein, c'est le but d'éviter ça. Vous voyez que le MSCI World, il est monté très haut, voilà, hein, presque à 1500 points, 1448 points, puis une chute à 710 points. Vous achetez au plus haut, 10 ans plus tard, vous partez à la retraite, vous avez besoin de cet argent, vous êtes positif, pas beaucoup, hein. Je sais pas si vous performez à l'époque l'assurance fonds en euros, non, c'est pas sûr à l'époque. Mais le livret A, c'est possible. Mais en DCA, je pense que vous performez par contre. DCA, vous performez. Et puis voilà, ça monte. Là, on est à combien? Je sais même plus. Là, on est à 2400 points. On a mis 400 points, donc sur 20 ans, ça fait x2, hein, 100%. Je sais pas s'il y a mieux, hein, vous regarderez avec l'immobilier, avec l'immobilier, les obligations d'État, etc., etc. Est-ce que c'est bien de faire plus 100% sur 20 ans, en sachant qu'il y a eu 2 cracks, hein, je précise. Là, vous avez commencé au plus haut, la veille d'un crack, et vous faites plus 100% malgré 2 cracks. Voilà, ça c'est ça le MSCI World, la puissance du MSCI World. Là, je parle pas de DCA, là je dis juste que vous avez acheté en all-in. DCA, faudra faire le calcul, mais je crois que ça reste comme le S&P 500, je crois que ça sous-performe un peu moins le DCA. Mais le DCA, c'est l'avantage, c'est qu'il y a la psychologie qui est pas mal derrière. Et que je vous ai dit, le MSCI World peut se péter la gueule, c'est-à-dire que les pays développés d'aujourd'hui peuvent être les pays sous-développés dans 10-20 ans. Bon, j'ai un peu du mal à y croire. Sinon, vous avez l'indice, il est où? Vous avez l'indice, le MSI, je sais pas comment ça se SWI, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous avez si j'ai bien compris, les pays développés dedans, hein, la liste qui est là, hein, globalement l'Europe et surtout les États-Unis, hein, les États-Unis est surreprésenté. Et là-dessus, ils rajoutent, voilà, les pays émergents, dont la Chine et la Corée du Sud. J'aurais pas dit que la Corée du Sud est un pays émergent, mais bon, importe. Vous voyez, donc ça peut être pas mal le MSCI ACWI. Donc je vais vous montrer le graphique, je crois que je l'ai trouvé quelque part, ou c'est un ETF, je sais plus ce que j'ai trouvé. Il est où? Il est là. Ça, je crois que c'est un indice, hein, ce que je vais vous montrer. Voilà, le MSCI, alors je sais pas si c'est un indice parce qu'il commence malheureusement que 2009. Alors si j'ai des données plus anciennes, non, j'en ai pas. Mais bon, peut-être c'est un indice assez récent, j'avoue, j'ai pas trop fouillé encore. Donc là, on est au plus haut, hein, je pense, en 2008, ça a commencé. Et vous voyez que globalement, c'est un indice qui est sympathique sur le long terme. Ça a pris 60% à peu près sur 13 ans, alors qu'on l'a acheté au plus haut à peu près, hein, vers le plus haut de crack d'immobilière, la crack immobilier. Des subprimes, voilà, je cherchais le nom, la crack des subprimes. En 2008, c'était 2007, hein, le plus haut, je crois. Mais on est quand même sur une performance de 60% si vous faites un all-in. En méthode DCA, je sais pas combien ça fait. Je laisserai faire le calcul si ça vous amuse. À voir que tous les mois vous achetez, vous voyez ce que ça donne. Ah oui, autre chose que j'ai oublié, il y a des frais de courtage, hein, dans les ETF, hein, n'oubliez pas de les calculer, ça dépend des ETF, c'est quasi rien dans les ETF S&P 500 et un peu plus élevé dans le World. Je crois que c'est 0,4, 0,6% par an. Donc ça aussi, il faut rentrer ça en compte pour voir la performance. En fait, c'est pas 60%, c'est beaucoup moins avec les frais de courtage. Voilà. Donc le Messi World, pourquoi pas, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc le CW8, hein, qui est accessible. Euh, voilà. Donc ça, c'est un Messi World ouais, sur un peu plus longtemps. Belle courbe. Et comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'argent, hein, au marché. Donc logiquement, c'est l'argent qui va être investi en partie dans les actions, dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, etc., etc. Voilà. Pour ceux qui croient à la crypto-monnaie. Je ne vais pas faire de polémique aujourd'hui si vous êtes pour ou contre la crypto-monnaie. C'est pas le but de ce live. Donc voilà, le MSCI ACWI, hein, après je vous laisserai chercher sur internet si ça vous intéresse, ce qu'on appelle les ETF, trackers, c'est-à-dire, on va en parler tout à l'heure, justement. Donc là je suis en train d'anticiper un sujet dessus. Donc voilà. Donc on est toujours sur un sujet de dessert, hein, je précise, et je vous dis pourquoi, alors on revient dessus, on est toujours sur du dessert, hein, je sur quoi on le fait. Voilà, je donne des pistes, hein, sur le MSCI World, le MSCI ACWI, hein. Voilà, le ACWI, vous avez compris, c'est développé plus émergent. Et le MSCI World, c'est que les pays développés. Et je vous laisserai bien vous renseigner. Vous allez sur le site MSCI. Je crois que j'avais ouvert un truc, mais j'ai un peu la flemme de vous lire tout ça. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est un PDF version simplifiée du MSCI World. Regardez les frais, la composition. On zoome un peu. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Apple,
de Microsoft, d'Amazon en pondération. Ça va, c'est 4% d'Apple. Il y a du Tesla, il y a du JP Morgan, du Visa. Et il y a tout, vous verrez, je crois qu'ils développent un peu plus. Voilà. Finalement, les États-Unis représentent combien? Je sais pas s'ils disent. Je sais plus s'ils disent. Ils peuvent le dire quelque part. Voilà. Vous chercherez ça sur leur site, hein, si ça vous intéresse. Et après, vous faites votre propre avis dessus. Voilà. Et après, à vous de voir si. Voilà. Le but, c'est de vous montrer des indices qui sont intéressants pour du long terme. À vous voir si vous voulez faire du DCA, de faire du all-in. Tout dépend de votre psychologie, en fait, hein. Si vous êtes capable de tenir le all-in et si derrière, si vous prenez le crack boursier. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Alors, les Messi, voilà. Et en plus, les Messi, l'avantage, c'est que vous faites pas un all-in que sur une seule économie. Si vous pensez que les États-Unis vont se péter la gueule, voilà. Bah justement, si vous les misez sur le S&P 500 que vous connaissez, hein, j'en parle tellement, c'est un des indices les plus performants au monde, avec le Nasdaq sur le long terme. Mais bon, le S&P 500, c'est comme un monstre avec le Dow Jones. Alors, je vous remonte le petit S&P 500, on va se mettre en année, ce sera plus joli. Le S&P 500, hein, vous connaissez le graphique maintenant, hein, voilà, hein, c'est regardez en pourcentage parce que ça veut rien dire. Voilà, la bulle internet au plus haut, moins 50% environ. Vous achetez au plus haut, vous êtes actuellement à plus 170 20 ans après. Même principe ici, hein. Pareil, vous prenez le crack de 90, il est où? Le crack de 90. Il est là. Ah oui, alors ça, vous lirez, c'est intéressant de lire l'histoire de 90 parce qu'il y a eu l'inflation, hein. Ça vous fait peur. Et bah derrière, on prend moins 20% sur quelques séances, je crois. Puis bon, bah voilà, hein, sur 10 ans après, bah, ça prend, je sais pas, 10 ans. Alors, j'ai pas envie de dire à l'aube du crack, c'est à l'aube du crack parce qu'on est toujours au plus haut. On va mettre, allez, vous investissez sur 5, allez, on va mettre au plus haut, vous achetez au plus haut. 3 ans après, vous êtes bien, quoi. 5 ans après, vous êtes bien, vous êtes à plus 40. Voilà, bien sûr que si vous vendez au plus bas, vous êtes comme un con. Voilà. Le S&P 500, c'est pas mal, hein. C'est un très bel indice, un super indice, hein, qui a commencé dans les années 50. Même Benjamin Graham était surpris de sa surperformance par rapport au Dow Jones. Voilà. Vous avez aussi le Nasdaq, hein, sur les États-Unis. Il y a des gens qui font du DCA sur du Nasdaq. Nasdaq Composite ou 100, si vous voyez ce que vous voulez. Vous voyez ce que vous préférez. Voilà, un super indice. Peut-être on est à l'aube d'un crack boursier, j'en sais rien. C'est pas le but du jour, parce qu'on parle de DCA, d'accord? Le DCA, comme je vous l'ai expliqué, c'est que si vous avez peur du crack, c'est pas mal le DCA. Voilà. Il y a des trucs comme ça dessus. Je regarde s'il y a des questions. Montre-nous l'indice suisse ou l'Eurostox. Alors, je suis désolé, c'était suisse. C'est quoi le nom de l'indice suisse? Je vais te chercher ça. Oui, bah tiens, c'est bien que tu me parles de ça parce que, alors je sais pas si tu étais là tout à l'heure. C'est le SMI, bien sûr, le SMI, je suis bête. Je parlais du DCA sur un indice qui est pas haussier. C'est aussi, voilà, le SMI. Alors, faudrait voir si, enfin, bah, c'est pas mal parce que non, ça ressemble pas au CAC 40, hein, c'est mieux que le CAC 40, ça. Ce qui est que, bah, globalement, il est haussier, hein, sur 20 ans. Il est haussier, hein, sur 40 ans. Enfin, bon, c'est un range, quoi, hein, mais c'est un range haussier. Oui, c'est un range haussier, hein, je fais ça au pif. Voilà. Donc, vous pouvez faire du DCA dessus, sur le SMI, hein, sur l'indice suisse, parce que, voilà, hein, ça monte, ça descend, et ça, vous voyez la hausse et vous voyez à la baisse. Benjamin Graham avait dit dans les années, ça me faisait rire. Donc Benjamin Graham, vous savez, c'est le mentor de Warren Buffett, hein. Il dit beaucoup de choses sur la psychologie finalement dans son livre. Il disait que, alors je peux pas voir tellement c'est petit, je peux pas vous montrer. C'était un livre qu'il a écrit, je crois, de son livre dans les années 50, puis mis à jour dans les années 70. Il avait conseillé de faire du DCA, sauf qu'il avait conseillé de faire du DCA. Je sais même plus où c'est. Il avait donné un exemple, ça me faisait très rire. Il disait, je crois qu'on était à 600 points ou 60 points, j'en sais rien. Je regarderai. Et il disait, ouais, alors je pense qu'il faut pas commencer à faire du DCA maintenant. Alors si vous en faites, vous en mettez pas beaucoup, parce que je pense que c'est pas bon, ça va descendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, le S&P 500 a pris 20%, 2 ans d'affilée, je crois, une histoire comme ça. Puis il y a eu un crack boursier de 50%, sauf qu'entre temps, ça fait plus 20, plus 20. Donc en fait, le crack boursier, même si le mec il a fait du DCA ou il a fait all-in, et ben en fait, ok, il est négatif parce qu'il a investi 2 ans en arrière, il a commencé. Sauf que sauf qu'entre temps, ça fait plus 20, plus 20. Donc en fait, il est négatif mais de très peu. Donc il s'est pris, en fait, il a acheté presque à un point bas à l'époque, qui était un point haut pour l'époque, mais qui finalement qui est un point bas au moment du crack. Et derrière, il est reparti, et puis le S&P 500 est parti fort, quoi. Et ça m'a fait rire son exemple, c'est pour vous dire à quel point la puissance du S&P 500 et aussi la puissance du DCA aussi. Voilà. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous regarderez
en replay, hein, pour ceux qui veulent qui n'ont pas été là, il y a quelques 10-15 minutes, 20-30 minutes. Euh, c'est pas le plus avantageux non plus le DCA, mais au niveau psychologie, pourquoi pas. Donc je sais plus ce que tu voulais, Ludo, par rapport au SMI. Ouais, l'Eurostox. Alors, après, on peut montrer le CAC 40, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français. On peut. C'est ça l'indice? Je sais pas si. Regarde jamais, hein, c'est pas bien. Ce que je peux vous montrer, c'est le CAC 40, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent. Alors, le CAC 40, vous savez, hein, je vais se mettre en trimestre, hein. Euh, alors là, d'un coup, c'est moins glamour que le S&P 500. Oui, on est sur un range, hein, depuis plusieurs années. Un jour, peut-être, on le passera les 7000 points, hein. Voilà, 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 le CAC 40, c'est ça. C'est un range. euh, C'est un beau range. Certains achètent à 2500 points, hein. Donc certains ont prédit qu'on ira à 2500 points. Sûrement un jour on ira à 2500 points, mais je sais pas quand. Mais sauf qu'en méthode DCA, vous en avez rien à cirer. Vous achetez. Alors pour ceux qui croient dans le CAC 40, hein, dans l'économie française, en tout cas sur les valeurs françaises plutôt, on va dire des choses comme ça. C'est pas parce que le CAC 40 ne représente pas l'économie française, hein, je le redis encore. Euh, voilà, si vous croyez dans les sociétés du CAC 40, et ben vous pouvez faire du DCA et ça monte ou ça descend, c'est pas grave quoi. Et en sachant que, alors quelqu'un avait posé la question sur les dividendes. Regardez sur les ETF du CAC 40 si ils réinvestissent les dividendes. Donc, par exemple, il y a le CAC 40 GR et en fait c'est l'indice du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, si j'ai bien compris, avec dividendes. Vous voyez qu'en fait c'est haussier avec les dividendes. C'est même ultra haussier en fait. C'est même pas mal. Après, je sais pas combien ça fait depuis le plus haut de 2007, hein. Ça fait 70%, je crois que le S&P 500 lui met la misère. Et voilà. Mais après, je sais pas, peut-être que le CAC 40 GR, la composition du CAC 40 GR, on va dire quelque chose comme ça, va surperformer le S&P 500, le DAX, ou je sais pas quoi. Ou sinon, vous avez, ce que je vous ai dit, le MSI World, euh, donc le CW8 en ETF, hein, bien sûr. Voilà. Ou, alors donc ça c'est le MSCI World, ou sinon vous avez le MSCI, comment on appelle ça déjà? ACWI, je l'ai mis. Voilà, vous avez celui-là, sinon, hein, qui pays développé, pays, en gros, vous investissez dans la bourse, quoi, sur le fait qu'il y aura de plus en plus d'utilité, etc. Voilà. Le DCA, alors qu'est-ce que montre-nous l'indice? Cool, je capte justement investi un 200 mensuel en DCA. Voilà, pourquoi pas, pose-toi la question, pourquoi pas. Et il faut, alors, ça c'est un truc qui est important, c'est aussi voir ton profil. Est-ce que 200 c'est beaucoup ou pas pour toi par mois? Pour certains c'est rien, c'est même pas 1% de leur revenu par mois. Pour d'autres c'est 20% de leur revenu après impôt. C'est à toi de voir, attention, hein, n'oublie pas le money management, mais ça c'est un autre sujet. Le DCA c'est forcément des versements mensuels. Non, tu peux faire ça, par exemple là je t'ai mis en trimestre, par exemple, tu vois, pour le MSCI World, tu peux mettre tous les trimestres. Mettre 100, 200, 300. Voilà, tu vois. Par exemple, là, on est en trimestre, tu mets en MSI là, et là, tu mets là. Ouais, regardez pas les performances du passé, mais ça peut vous donner un ordre d'idée pour vous dire bah, la psychologie humaine. Et posez-vous la question, pourquoi à ce moment-là, en 2018, c'est descendu d'un coup sur ce trimestre-là? Posez-vous la question, et pourquoi maintenant on n'en a plus rien à faire finalement? Ça, c'est du passé quelque part. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Posez-vous les questions, pourquoi il y a eu des cracks dans le passé? Pourquoi il y a eu des consolidations? Et pourquoi on n'en parle plus? Et n'hésitez pas à relire des articles dessus pour voir la psychologie de l'époque. C'est-à-dire comment était l'investisseur ou les analystes de l'époque, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ça. Voilà, ça permet de prendre du recul sur beaucoup de choses. Mais si vous faites du DCA, vous n'en avez plus rien à faire de tout ça. Vous n'avez plus besoin de suivre l'actualité. Parce que vous êtes officiellement le DCA, ça monte ou ça descend, soyez rouge ou vert, vous n'en avez plus rien à faire. Mais il y a un risque aussi, hein. C'est pour ça que je vous parlais d'inconvénients. Il y a la psychologie de tenir une position qui peut être ultra baissière pendant 5 à 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Si on se prend le pire crack de toute l'histoire dans quelques mois, quelques années, ou j'en sais peut-être jamais, on l'aura jamais. Mais voilà. Mais le DCA, on n'a rien à faire parce que vous allez moyenner à la hausse ou à la baisse. Voilà. Et c'est aussi quelque part pour faire du DCA et après vous choisissez la méthode, hein, sur quelle action ou sur quel indice, c'est aussi de bien choisir son action et son indice quoi, aussi, hein. Ça c'est primordial. Si vous mettez sur une action nulle à chier, hein, voilà, je vais pas faire de pub pour une des pires actions françaises. Vous savez, il y en a une qui commence par C. Bon, je vais vous la dire, sinon vous allez la chercher. Ça sert à rien, de toute façon, vous la connaissez. Une des pires actions, Cybergun, vous pouvez faire beau du DCA sur 10-15 ans, sur un an, sur une semaine. Tout ça, ça ne marche pas, hein, je précise. J'arrive même pas à voir. Le logiciel n'arrive même plus, quoi. C'est voilà, ça non, parce qu'il y aura de plus en plus de liquidités dans Cybergun.
Hein, je sais pas. Alors que le MSCI World ou le MSI ACWI, logiquement, il y aura de plus en plus de liquidités sur le marché. Donc le dollar. Ouais, après, il y a aussi ça, mais ça, je vous laisserai réfléchir après. Vous ferez des recherches vous-même. C'est pas le sujet du jour. On parle de DCA. Euh, comment expliquer ça? C'est pas que comment expliquer ça? C'est pas qu'il y a plus de oui, s'il y a de plus en plus de liquidités. En fait, j'ai envie de prendre l'exemple de l'or. C'est pas l'or qui prend de plus en plus de valeur, c'est le dollar qui perd de la valeur. Moi, j'ai toujours compris ça comme ça en fait. C'est comme la crypto-monnaie. Est-ce que c'est la crypto-monnaie qui monte ou est-ce que c'est le dollar qui perd de sa valeur? Vous voyez, faut voir les choses comme ça. Euh, donc tu peux faire par trimestre ou par année pour répondre à ta question. On va en parler un peu tout à l'heure parce que moi, je vois pas le PER. Je ne vois pas le graphe. Tu vois le graphe? Oh, on est dans le vent depuis tout à l'heure. Oh merde! Oh merde! Excusez-moi les gens. Voilà. Bon, voilà. Bon. En gros, je sais plus ce que j'en étais où. Excusez-moi. Oui, je reviens, hein, je disais, bah, posez-vous les questions pourquoi le MSCI World a perdu des trucs là, pourquoi il était rouge et pourquoi on n'en a plus rien à faire 2 ans après de ça. Je vous remonte Cybergun, hein, vous connaissez hein, la pire action, une des pires actions qui existent. Hein. Voilà, hein. Vous voyez que c'est un puits sans fond. Hein. Faites pas du DCA, bah, faites ce que vous voulez, mais je ne vois pas l'intérêt de faire du DCA dessus. Je ne vois pas le graphe. Ne vaut-il pas faire du DCA sur les meilleures valeurs sur indice? On va en parler tout à l'heure, Ludo. On voit pas le graphe, on voit pas le graphe. Prends le CAC 40 pour investir en DSA. Oui, alors, vous n'avez pas dû le voir. Ah, je suis désolé. Ah, purée. Oh, j'ai la flemme d'acheter un deuxième écran pour le retour. Oui, alors donc ça c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas mal, 70%, mais tout à l'heure le S&P 500, on va le remontrer, hein, est beaucoup mieux. Donc là on est à 70% avec le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Le S&P 500 sur, voilà, on achète au plus haut. On est là, on est à 170%. Voilà. Le MSCI World, le problème c'est que je l'ai pas sur le truc, sur le graphe, je crois. Euh, alors je sais pas, je crois que ça doit être par là le MSCI. On est à 50% en ACWI parce qu'il y a les trucs. C'est plus lent le MSCI que le S&P 500 officiellement sur les 10 dernières années. Mais après, je ne connais pas le futur, bien sûr. Euh, j'ai dû vous montrer aussi le Nasdaq, je crois, tout à l'heure. Le Nasdaq, vous achetez au plus haut vous êtes à peu près à 500%, quoi. Mais bon, peut-être là, ça va se péter un peu la gueule, légèrement se péter la gueule, j'en sais rien. Voilà, désolé, hein. Quelqu'un peut lui envoyer un SMS. Les questions sont aussi enregistrées. Ah, c'est mieux. Ah, désolé, peine à jouer. Non, non, c'est pas enregistré. Euh, Désolé, hein. Voilà, voilà sur ça. C'était quoi la suite? Oui, alors les actions. Qui posait la question? C'était Ludo, je crois. Tu posais la question sur LVMH et Aliki. Eh bah c'est pas mal. On peut. Bah en fait, comment t'expliquer ça? Bon, je vais montrer LVMH hein, pour ceux qui connaissent pas. Hein, LVMH. Hein. Tu ne connais pas LVMH. On va le mettre avec dividende parce que là, vu que je vous ai dit que c'est pour du long terme. On va se mettre en année, hein, ou en mois, hein, du coup. Bah voilà, hein, VMH, hein, ça se passe de commentaires hein, sur 20 ans. Je vous montre aussi Apple, hein, parce je connais des gens qui font du DCA sur Apple. Voilà, hein, Apple sur 20 ans. Voilà, ça se passe de commentaires. En sachant que je précise que Apple peut perdre aussi, hein, par exemple dans les années 2015, a perdu 30%. D'accord. Je dis ça parce que Apple, ceux qui achetaient au plus haut là, ils sont à moins de 15. D'accord. Ça panique un peu là, chez certains. Donc Apple peut encore plus se péter la gueule. Hein. Et peut-être derrière repartira. Peut-être ne repartira jamais, je ne sais pas. Donc c'est ça le risque avec l'action. C'est ce que tu disais, Ludo, tu poses la question. Ou Air Liquide, hein, je peux montrer vu que c'est une valeur française. Euh, c'est que là tu me prends des bons exemples, mais en fait on n'est pas sûr que ça reparte derrière. Un jour ça peut se péter la gueule, je sais pas quand. Une des preuves de ça, c'est par exemple une des actions que vous connaissez, hein, que j'aime beaucoup, c'est ça, STM Microelectronics. Malgré que les semi-conducteurs c'est super en ce moment, et ben STM n'a toujours pas atteint son niveau de 2000. IBM est une des plus belles valeurs américaines euh, des années 70, je crois.
me trompe pas, corrigez-moi. J'allais dire quelqu'un qui a investi là, dans les années 73. Je prends l'exemple du passé, hein, je suis désolé, j'aime pas ça. Et ben il dit bah j'ai envie d'investir sur 10 ans, et ben 10 ans après, il est toujours au plus bas, quoi. Il doit partir à la retraite, il est un peu niqué, quoi. Et bah, après tu fais du DCA. Tu fais du DCA, donc c'est bon, d'accord? Et il faut y croire. Par exemple, dans les années 93, je pense que c'est pas à cause de l'inflation d'ailleurs, ça. IBM s'est pété la gueule. Par contre, après, c'est reparti. Et tu vois, là, IBM, t'achètes en 2013. Après, tu fais du DCA, donc c'est bon, tu moyennes. Je suis pas sûr que tu es vraiment perdant sur 10 ans en méthode DCA. Mais par contre, celui qui a acheté au plus haut, il est un peu, voilà, il s'est fait un peu, hein, qui est pour dire, pour pas être poli. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des avantages de faire all-in, il y a aussi des inconvénients. Il faut bien choisir. Le DCA peut, en fait, ça diminue ton risque, en fait, le DCA. J'espère que vous m'entendez, hein, vous voyez les graphiques, hein, parce que donc il faut bien choisir une action si tu veux faire du DCA. En tout cas, en tout cas, le DCA est plutôt, les gens conseillent sur un indice haussier sur le long terme et aussi quelque part, par exemple, si tu prends le S&P 500, n'est pas dépendant d'un seul secteur. Par exemple, si tu fais du Nasdaq, alors même si la logique voudrait que les valeurs technologiques explosent dans 5 à 10 ans, explosent encore plus que les revenus actuels, euh, bah, ça peut être aussi l'inverse. Peut-être on n'atteint jamais ce genre de revenus qu'a le Nasdaq avant 10-15 ans, je veux dire. Un peu comme IBM, l'exemple d'IBM, tu vois. Plusieurs années avant de se rétablir. C'est pour ça que le MSCI World, un peu général, ça peut être bien parce que il y a un peu de tout. Non. Après, même si c'est très centré États-Unis et technologie. Voilà. Après, le CAC 40, pourquoi pas, le DAX, pourquoi pas, ou l'Eurostoxx, pourquoi pas aussi. Regarder un peu les valeurs. Après, tu peux prendre plusieurs ETF et faire du DCA sur plusieurs ETF. On peut faire aussi du DCA sur la crypto-monnaie, il faut y croire. Le mieux, c'est de faire. Déjà, c'est comme tout, c'est d'abord choisir ton action, ton ETF. Tu crois dans ce truc-là, parce que si tu crois pas psychologiquement, tu vas abandonner en fait. Le but, c'est de croire ce que tu achètes. Parce que je veux dire, si tu y crois pas, ou parce que tu vas acheter du World, donc là tu dis tiens, c'est bon, il m'a convaincu, je vais acheter de l'ETF World, mais si tu y crois pas toi-même parce que tu sais pas pourquoi tu y crois, bah demain ça perd 5% ou 10%, bah tu vas vendre en panique. Ou peut-être quand ça va faire moins 10%, tu vas vendre au plus bas peut-être. Peut-être tu as raison de vendre, j'en sais rien. Et le DCA va t'enlever tout cet aspect psychologique en fait. Alors, merci à toi. Peut-on faire du DCA avec effet de levier? Alors ça, alors je maîtrise pas encore très bien ce sujet. Alors ça dépend déjà du levier, mais le problème du levier, c'est que souvent, il y a ce qu'on appelle le bêta slippage sur le levier. De plus, sur les leviers, il y a des frais mais monstrueux. Il faut aussi regarder les frais, les gars. Filles, s'il y en a. Regardez les frais, parce que je crois que le LQQ, qui est un Nasdaq x2, accessible PEA, les frais, je sais plus combien c'est. Je vais regarder. Chez l'Ixor, XOR ETF x2, bien combien? Petit QI. 0,6%, c'est pas mal hein, quand même. C'est cher, hein. Et vous voyez que bon, hein, c'est un peu assez volatile, mais c'est sûr qu'en termes de performance, on se dit bah depuis je sais pas 2000, lui ou point haut. Je cherche le point haut moi. Avant le crack des subprimes, même si ça n'a pas vraiment, si ça a répercuté. Oui, on se dit on est à on a plus de 2000%, mais il y a un bêta slippage. Je vous laisse regarder ce que c'est le bêta slippage hein, sur internet. Voilà. Mais oui, on peut faire bien sûr en levier, mais voilà. Après, il faut pouvoir tenir, hein. En fait, il faut faire quelque chose où tu te sens capable de tenir psychologiquement. Enfin, le but du DCA, c'est juste pour enlever tout l'aspect psychologique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour t'enlever tout cet aspect psychologique de la peur de vendre. Parce que j'en ai plein, bah, je connais des gens, et je suis sûr, bah, j'en fais partie aussi un peu. On vend en panique et derrière ça explose. Qu'est-ce que je peux dire comme valeur récemment? On a fait ça. Laissez-moi réfléchir. Si j'en ai une. Ah, saoulé. Eramet. Ah, elle m'a saoulé cette valeur. Euh, Eramet, c'est ce que. Bon, Eramet, elle est pas jolie hein, sur le long terme.
Là, c'est juste, on fait un petit aparté sur la psychologie. Euh, Eramet, peu importe, on s'en fout de la valeur, c'est juste pour vous expliquer l'aspect psychologique de tout ça. Eramet, voilà, elle monte, elle casse un plus haut récent en janvier, elle casse, quelqu'un paye ce qu'on appelle le breakout, hein, pour ceux qui connaissent, pullback, bon, il y a un breakout, pullback. Euh, et donc, peu importe, hein, c'est pas le but. Donc la psychologie, on achète, sauf que d'un coup ça pète, donc il y a des gens qui vendent ici. Ça vend ici, vous voyez ce que je veux dire? Et ils vendent en panique parce qu'ils disent bah tiens, je suis en train de perdre, j'ai payé le breakout ici et c'est en train de perdre 5%. 5% pour certains c'est beaucoup. En fait, il a vendu ici au plus bas et derrière bah ça explose. Il achète au pif là, ça monte et là on va dire qu'il achète ici. On va dire qu'il achète ici au pif, 1,59, le mec il suit pas le cours, il achète, il me croit, je gagne de l'argent là, c'est pas mal, je gagne 5%, et d'un coup ça descend en dessous, tiens mais ça descend de plus en plus, psychologiquement ça tient pas parce qu'il y a eu, je sais pas quoi, il a entendu dire que c'est le début du krach boursier parce que les indices sont dégueulasses, bah, il vend. Sauf que derrière ça repart. Vous voyez, et Ramed ça m'a fait ça là, ça m'a saoulé, je veux même plus la regarder, je regarde avec vous, c'est pas bien. Pareil avec LVMH, si vous voulez LVMH, là vous voyez il y a des gens qui ont commencé à vendre en panique, ici là. Et j'ai pas regardé où on était où LVMH aujourd'hui, je crois. Tout à l'heure, elle était verte. Et peut-être que dans 2 semaines, elle sera peut-être là, ou peut-être elle sera là, j'en sais rien. Mais vous voyez que là, psychologiquement, attendez. Le DCA, si vous croyez dans LVMH ou dans le S&P 500, bref, ce que vous voulez, et ben le DCA va vous enlever tout ça, toute cette peur parce que vous y croyez. Par exemple, LVMH, il y a des gens qui ont vendu en panique au moment du crack du Covid, hein, qui est là, à son plus haut, au 20 janvier 2020. On va dire qu'ils ont vendu là. Sauf qu'en fait, le mec, il est un peu patient. Il oublie de racheter parce que souvent les gens vendent, mais ils oublient de racheter plus bas. Parce qu'en fait, ça c'est la psychologie et je vous conseille de lire L'investisseur intelligent. Euh, c'est, c'est-à-dire que quand ça monte, on trouve toujours que les actions sont trop chères, et quand ça baisse, on trouve que toujours que les actions sont sont toujours pas assez bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre la psychologie en bourse. Et donc en fait, le mec il a oublié d'acheter plus bas, il a vendu haut. Imaginons qu'il a vendu ici parce qu'il s'est pris ici là, voilà, il s'est pris le crack dans la gueule. Et mais il oublie d'acheter plus bas quoi. Il a oublié d'acheter ici ou il a oublié d'acheter à la reprise. Et en fait, entre-temps, LVMH repart. Bon là c'est un mauvais exemple parce que LVMH est une belle société, mais je peux prendre des sociétés qui ont jamais retrouvé leur niveau d'avant. Bon, je prends Crédit Agricole, j'ai rien contre eux, hein, voilà, vous voyez, janvier est là. Bon, ah si, ils ont réussi à rattraper. Mais vous voyez, ça a mis du temps. C'est-à-dire quelqu'un qui a vendu là, bah, j'espère qu'il en a pris là et qu'il n'est pas en train de reprendre en haut, je veux dire. Et en fait, le DCA, si vous croyez dans Crédit Agricole, j'en sais rien s'il faut croire dans Crédit Agricole, bah, vous pouvez faire du DCA dessus, pour enlever la partie psychologique des choses. Après, le DCA, c'est aussi adapté si vous n'avez pas l'argent tout de suite. Imaginons que vous, vous êtes endetté pour votre maison, pour votre bagnole ou pour je sais pas quoi, pour les études de vos enfants. Peu importe quoi. Bah, vous n'avez pas 1000 € à mettre tout de suite, 10 000 € à mettre dessus, bah, le DCA, ça peut être bien. Vous mettez tous les mois, je sais pas, 2%, 5, 10% de votre bénéfice après impôt, quelque chose comme ça. Euh, Peut-on faire du... Voilà. C'est quoi le site pour voir les graphes? Ah, tu demandes... Là, je suis sur Pro Real Time, alors je peux te le mettre dans... Attends. Tu te fais un compte gratuit, c'est pas en direct, hein. C'est pas en direct. Si tu te... Tiens, c'est là. Je te le mets dans le chat. C'est pas en direct, c'est le soir, vers 17h50, ils mettent à jour le graphique, voilà. Mais si tu fais du DCA, il n'y a pas besoin du graphique, hein, d'accord? Le mec qui fait du DCA ne regarde pas les graphiques. La crypto, c'est pareil, vous pouvez faire ça sur la crypto si vous croyez dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans le Link, etc., etc. Je vais pas, voilà, je vais pas vous faire toute la liste. Il faut que vous choisissiez déjà un indice, une action, une obligation, une SCPI, etc. J'en sais rien ce que vous voulez. Dans l'or, dans les minerais, dans les ETF minerais par exemple, dans les choses que vous y croyez, d'accord? Et sinon, ça sert à rien de faire du DCA, vous allez vite vendre en panique. Alors avec quoi on le fait? Alors bon, je pense que ceux qui sont avec moi là sur le chat connaissent un peu comment on achète les choses. Donc pour les Messi, ce sont des ETF, trackers, hein. Euh, Regardez sur internet. C'est avec un PEA, un compte titre, on peut en acheter un. Ça, vous regardez, hein, attendez, il faut que je vous mette peut-être la page Google. On va zoomer un peu. Truc fait à l'arrache. Avec quoi on le fait? Donc je vous disais PEA, compte titre. Donc ça, je vous laisse regarder le moins cher, hein,
Voilà, compte titre, vous avez des Giro qui proposent des TEF avec, je crois, zéro frais, je crois, ou zéro frais de commission, je sais plus. Vous regardez, ils ont fait une sélection récemment. Donc ça c'est le compte titre. Il y en a sûrement d'autres, peut-être eToro, je connais pas leurs tarifs. Il y a Before Bank pour le PEA que j'aime bien. Voilà, il y a moins cher, hein, vous avez pour Direct. Bref, ça c'est à vous de chercher sur internet, hein, c'est pas à moi de dire quel est le meilleur. Voilà, vous achetez un ETF ou un tracker pour le MSCI et vous comparez entre concurrents. Si c'est plus rentable chez Lixor, chez Amundi, vous avez des comparaisons sur internet. Vous tapez comparaison ETF, vous cherchez les frais et aussi le poids de l'ETF. Plus il y a un poids énorme, mieux c'est parce que il y a peu de risques que ça fasse faillite. Parce que s'il y a un ETF qui fasse faillite, alors vous récupérez vos trucs, hein, si j'ai bien compris, et votre position au moment de la clôture. C'est-à-dire, par exemple, si le S&P 500 est à 4000, bah, vous clôturez à 4000 points, si j'ai bien compris. Peut-être quelqu'un sait mieux que moi sur ça, si Amundi fait faillite. J'ai mal à y croire parce qu'ils ont racheté l'Ixor, Amundi. Après, sinon, vous avez aux États-Unis, vous avez Vanguard, BlackRock, tous ces trucs-là sur les comptes titres. Après, vous avez les assurances vie. Voilà, vous avez les assurances vie ou contrats de capitalisation, hein. Contrat de capitalisation, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. C'est pour si vous avez une SCI, SM. SM, je suis pas sûr, mais SCI, c'est sûr, vous pouvez avoir un contrat de capitalisation. Qu'est-ce que c'est un contrat de capitalisation? Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai pas recherché, j'ai pas vérifié. C'est comme une assurance vie, mais pour des sociétés. Voilà. Je crois qu'on appelle ça une personne morale peut avoir une contrat de capitalisation. Et il y a des contrats de capitalisation où vous pouvez acheter des ETF. En fait, c'est une assurance vie c'est le fonctionnement d'une assurance vie pour pour une société, mais vous pouvez aussi le faire si votre assurance vie est plein. Je crois qu'il y a un plein d'assurance vie. J'en ai pas. Bah, j'en ai, mais je mets rien dedans. Ok, ok, pas de question, je continue. Euh, donc l'assurance vie, vous avez des ETF hein, pour ça, hein, des assurances vie avec ETF. Je vous laisse regarder sur Internet. Bien sûr, s'il vous plaît, hein, prenez des assurances vie avec zéro frais quand vous achetez l'ETF, bah, sauf les frais liés à l'ETF. Et quand vous déposez l'argent, zéro, hein, ça existe. Et qu'il y a un frais de, comment on appelle ça, de frais de gestion, zéro, hein, ou 0, et des poussières. Hein, pas 1%, 5% par an. Hein, faites-vous pas douiller. D'accord. Sinon, ça sert à rien, hein. Tout ce que je viens de vous dire, ça sert à rien. C'est-à-dire le S&P 500, il prend 6% par an en moyenne sur 50 ans. Si vous payez 5% par an de frais, ou vous payez 5% de frais d'entrée, c'est complètement stupide, hein. D'accord? Donc il y a des trucs sur Internet, voilà, hein, qui sont pas mal apparemment, si j'ai bien compris, avec des gros fonds derrière, ou des grosses banques, des grosses assurances derrière, hein, d'accord. Et je vous laisse regarder la fiscalisation de l'assurance vie. Mais ça, c'est pas le but, hein. Je suis pas conseiller en patrimoine. Hein, comme je dis, je donne aucun conseil, voilà, et aucun propos est un conseil d'investissement. C'est juste pour vous donner des pistes, hein. Et après, n'hésitez pas à en faire des recherches. L'assurance vie, voilà, vous savez qu'il y a des avantages au bout de 7-8 ans. Moi, j'en ai deux, mais j'ai pas utilisé du tout. Le plan épargne retraite, c'est pareil. Vous pouvez acheter des ETF, des trackers avec des plans épargne retraite. C'est un avantage, selon moi, si vous êtes fortement imposé sur le PER, si vous êtes très fortement imposé. Donc pour moi, c'est à partir de 40% que c'est avantageux. Au-delà, en dessous, c'est compliqué, on va dire les choses comme ça. 40%, je vous laisserai faire les calculs. Le PER, donc l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, c'est un inconvénient majeur. Et quelque part, le DCA, pour certains qui font du DCA pour préparer leur retraite, c'est parfait. Parce que vous n'avez pas le. Voilà. Après, vous pouvez aussi arbitrer sur le plan épargne retraite de mettre en fonds en euros, quoi. Voilà. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire du DCA, je sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien retenu, un peu sur du S&P 500 par exemple, il y a des gens qui font ça, un peu sur du emerging, un peu sur l'Europe, un peu sur l'argent, le silver, hein, l'argent, le minerai, oui, ouais, je pense, sur le métal plutôt, et, sur le silver, le gold, vous pouvez faire sur l'USCPI, sur l'immobilier si vous y croyez, vous pouvez diversifier, d'accord? Vous pouvez faire du CA sur différentes choses. C'est à vous de voir quoi vous y croyez. Et autres, point d'interrogation, je sais pas, peut-être qu'il y a des Québécois, des Belges, des Suisses qui nous écoutent, bah, qui m'écoutent. Et voilà, peut-être il y a d'autres placements, etc., etc., que je ne connais pas. Pour ma part, moi je fais sur PER. Je mets 100 euros par mois sur mon PER, la moitié sur S&P 500 et l'autre moitié sur Nasdaq.
Je pense que c'est une erreur de mettre sur le Nasdaq parce que ça fait peur le Nasdaq. C'est des variations qui sont énormes. C'est-à-dire que le Nasdaq il fait -2 ou -3 ou +3, +2% par jour, par séance, c'est normal. Et c'est des volatilités assez fortes. Et que part, heureusement que je suis sur un PER parce que je pense que c'est très dur de garder ça. Très très dur. Très très dur de garder cette position comme ça. Je pense qu'en prenant de l'âge, alors ça c'est mon plan, mais je sais pas, dans 10 ans je vous dirai autre chose, ou dans 5 ans j'aurai plus de PER, j'en sais rien. Je pense qu'en prenant de l'âge, parce que là j'ai la trentaine, je pense que je vais commencer à mettre le Nasdaq soit sur des fonds en euros, parce qu'il faut commencer à, si je suis positif bien sûr dessus, plus-value, sur un fonds en euros, sur le World, sur l'indice MSCI World, je vous dis, parce qu'il est plus lent et qui semble, en tout cas qui semble beaucoup plus sécuritaire, sécure en anglais, plus sécurisant, voilà, euh, que le Nasdaq qui est moche, quoi, hein, voilà, hein. Bah, qui est moche quand il y a un crack boursier dessus, parce qu'il peut mettre 10 à 20 ans pour revenir à son niveau d'avant. Donc si j'ai 50 ans et que je pars à la retraite à 60 ans ou 65 ans, bah, j'aimerais bien profiter de l'argent. Je vais pas attendre que 20 ans que le Nasdaq revienne à son niveau d'avant pour ressortir dedans, quoi. Pas sortir l'argent positif, oui, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est une stratégie que j'ai en tête. Je vais mettre sûrement dans 5 à 10 ans, en espérant qu'il n'y a pas de gros crack d'ici là. Voilà. Je sais que mon PER en DCA va se prendre 2, 3 cracks sur les 30 prochaines années, c'est quasi sûr. Je suis persuadé de ça. Voilà. Donc, et je fais aussi du DCA sur mon PEA. Voilà, je le dis. Et un peu plus par contre. Alors que je devrais faire l'inverse parce que le PER permet de défiscaliser. Et voilà. Voilà. Mais ça, c'est des trucs à vous de réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions? Peux-tu nous alerter sur les risques de change sur les ETF? Oui, bonne question. Alors, généralement, les assurances vie des CGP sont moins chargées en frais qu'en banque et la réactivité est plus rapide que les assurances vie. Peut-être. Pour l'instant, j'ai pas encore eu affaire à ça. Oui, alors, le change. Ah oui, alors je fais sur PEA et compte titre. J'en fais un petit peu sur le compte titre. Finalement, c'est le compte titre où je mets beaucoup plus. Le PA, j'en mets beaucoup plus que 100 euros, mais c'est pas non plus une grosse somme selon moi. Ce que je mets, et j'en mets sur le compte titre. Pourquoi? Peut-être je me suis mal renseigné. C'est juste en fait, on peut prendre des ETF qui sont adossés à une monnaie. Si je sais pas si c'est le bon terme. Enfin, là, j'ai pas trop. Ça va être un peu galère, mais en gros, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Vous regarderez, non, c'est pas leverage, c'est quel terme déjà? Quelqu'un a le terme pour dire que c'est affilié au dollar? Euh, En gros, vous regarderez, il y a des articles sur Internet qui expliquent que comme le dollar s'affaiblit face à l'euro, hein, et ben en fait avec le taux de change vu qu'on nous est en euros, on se fait avoir quoi, monumentalement à cause de ça quoi. Tous les ans. Donc vous pouvez prendre avec des trackers, donc des ETF, sur un compte titre en dollars et finalement vous faites moins niquer. Sauf que apparemment, vous voyez, hein, n'est pas tout vert. Sur le long terme, ça change pas grand-chose. Voilà. Voilà, si j'ai bien compris. Voilà, en gros, si le S&P 500 prend 6%, en fait, vous ne faites pas 6%. Vous faites plus ou moins en fonction du dollar, quoi. Mais ça, faudrait que vous lisiez les articles. Là, je les ai plus en tête, ces articles-là. Quoi qu'il arrive, voilà, si vous faites, comme je vous ai dit, tous les ans 3-4% par an sur votre ETF, par exemple, c'est énorme. Là, je sais pas si je vais retrouver. Calcul épargne à terme. Je sais pas si je vais avoir un truc comme ça. J'ai une application comme ça sur mon téléphone. Alors, c'est totalement faux ce que je vais faire, d'accord? Imaginons qu'on met 1000. C'est un exemple, je mets une petite somme, et on épargne 100 euros chaque mois. On va mettre sur 30 ans, vu que c'est la stratégie, et que le S&P 500 prend 6% par an en moyenne. On va mettre 4%, on va mettre 3% si on veut être pessimiste. Calculer. C'est ce que dit Warren Buffett.
En fait, ah mince, il met capital total. Mais il dit pas combien on a le total, combien on investit au total finalement. Vous avez 60 000 à la fin. Ça fait combien? Je vais utiliser ma calculette sur mon téléphone. J'ai un truc comme ça. Épargne mensuelle, on a dit quoi? On a dit 100. Rendement moyen, on va mettre 3%. Alors là, je fais moins 50% hein, par rapport à la performance du S&P 500 hein, sur les 50 dernières années. Et on va mettre en année. Donc là, j'aurais investi de ma poche 37 000 euros sur 30 ans en faisant ça là, 1000 euros au début, 100 euros. Et à la fin, c'est ça, 60, j'ai à peu près ça aussi sur mon téléphone, l'application. J'ai 61 000, qui est pas mal, hein. Ça fait presque ouais, un peu moins de 100% sur 30 ans. Je sais plus pourquoi je voulais parler de ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet snowball, l'effet boule de neige. C'est-à-dire que, en fait, c'est de 30, c'est 3, alors, c'est faux en soi en calcul parce que d'un coup, le crack peut faire moins 10 et d'un coup, une année peut faire plus 1. En gros, si tous les ans vous faites 3%, bah, c'est 3% de 100 euros. Puis après, c'est 3% de 103, 3%, vous voyez ce que je veux dire? Ça augmente de façon exponentielle, en fait. On peut faire sur 6% vu que c'est la moyenne du S&P 500 sur 50 ans, si je me rappelle bien des chiffres. Donc, en gros, vous avez investi de votre poche, alors là, je l'ai, bah, toujours pareil, 37 000 euros, hein, bien sûr. Et vous êtes et à la fin, vous avez 103 000 euros. Avant impôt, bien sûr. Avant impôt. Donc bien sûr, il y a l'inflation à rentrer dedans, hein, vous savez, hein, la vie sera beaucoup plus chère dans 30 ans, bien sûr. Vous avez fait une performance donc de presque x3. Donc vous voyez qu'une performance de 6% par an, c'est énorme. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ça, que c'est assez énorme. Faites un x3, faites plus de 100% environ, quoi. C'est juste pour vous expliquer ça, parce que pourquoi je vous parle de ça? Il y a des gens qui veulent absolument faire plus 20% d'un coup. Ils cherchent, voilà, sur Internet, j'ai pas trop dans mes abonnés, mais je vois des fois dans les commentaires Twitter, euh, voilà, est-ce que tu as un bon plan? À plus 10, plus 20, je prends. Et c'est n'importe quoi ça. Si ça existait, ce bon plan, tout le monde le saurait. Ce bon plan. C'est pareil, le bon plan, c'est pas un bon plan que je vous donne, c'est une stratégie parmi tant d'autres qui est, vous avez vu les inconvénients, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ben, peut-être on se plante totalement avec le DCA, hein, et au moins on limite le risque. Mais imaginons qu'avec le DCA, vous faites 6%, même 3% par an, je vous ai montré le truc 3% par an. Donc là, on sous-performe largement la moyenne, voilà. En fait, vous êtes bien, officiellement. À votre retraite, vous êtes bien. Et vous sortez cet argent à 65 ans progressivement ou d'un coup, comme vous voulez, en rente ou en capital, et vous complétez avec votre vraie retraite si vous en avez. Et en plus, si vous êtes un peu investisseur sur les bords, vous avez à côté, je sais pas, investi dans l'immobilier un petit peu. Oui, je sais pas, vous avez acheté une maison, et puis pour votre résidence principale, puis un petit appart quelque part, vous aimez bien, que vous louez ou faites du Airbnb, voilà, et vous le revendez parce que l'inflation va faire ça. Bien sûr, logiquement, ça sera moins performant que les indices boursiers. Voilà, vous avez mis un petit peu dans les crypto-monnaies aussi parce que vous y croyez, parce que voilà, dans 10 ans vous y croyez. Plus les bénéfices de votre emploi actuel, voilà, pour ceux qui en ont un, j'espère que vous en avez un. Et peut-être en faisant des calculs, vous faites vos calculs et vous dites, bah finalement peut-être je pourrais partir en retraite beaucoup plus tôt grâce au DCA sur un indice ou sur quelque chose que vous avez fait. Peut-être au lieu de partir à 65 ans, peut-être vous pouvez partir à 60 ans. C'est ce que je veux dire. Ou 58 ans, j'en sais rien. Pour moi, c'est pas une méthode pour être riche, hein, c'est plus une méthode pour un complément de retraite. Voilà. Je vous laisse faire des calculs, c'est pas à moi de le faire, tout ça. Chaque situation est différente en fait, hein. Ça dépend si vous avez des enfants, etc., etc. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je crois que ça se finit là, hein. Voilà. Conclusion. Oui. Alors vous avez compris qu'il n'y a pas de, le DCA n'est pas la méthode magique voilà, parce que vous avez vu que ça sous-performait le all-in, en tout cas sur le S&P 500. Je suis sûr que ça fait la même chose avec le Bitcoin ou voilà, sur la crypto-monnaie. J'ai pas envie de faire de la pub que pour le Bitcoin. Euh, c'est bien compris que voilà que le DCA se fait niquer, hein. Sauf que en période de crack ou en période de crack range, c'est bien le DCA. Par contre, sur un truc haussier très long terme, DCA n'est pas bon. Mais il a ses avantages comme la psychologie, on n'a pas peur que ça descende, que ça monte. Donc en fait, pour moi, la réponse peut-être à ça, c'est peut-être faire un peu des deux.
C'est-à-dire que vous pouvez mettre vous pouvez, c'est bien de dire ça, parce que je conseille pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une somme sur le PER, une certaine somme. Quelque part, ça m'a permis de défiscaliser, parce que voilà, 2020 a été une année exceptionnelle pour moi, et donc les impôts vont me rattraper. Donc j'ai mis une certaine somme sur des ETF, voilà, et je continue à faire du DCA. C'est l'entre-deux. Et peut-être je vais me prendre le plus gros crack de toute ma vie dans la gueule dans quelques semaines ou quelques jours, quelques mois, j'en sais rien. Et comme j'ai une stratégie sur 30 ans, je pense, je peux me tromper totalement, que dans 10-20 ans, que le S&P 500 sera pas à 4000 points. Je pense qu'il sera un peu plus élevé que 4000 points. J'espère qu'il sera autour des 10 000 points au moins. Mais voilà. Ou alors le monde va très mal, il y aura une guerre mondiale et ou alors la crypto-monnaie aura remplacé les actions boursières. Ça, j'y crois à moitié. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que voilà, pour moi, ça se termine là, la petite présentation que j'ai fait un peu à l'arrache, hein. J'ai essayé de retrouver certains liens, certains documents, voilà, certains articles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi le site pour voir les graphes? Ok, donc je l'ai dit. Gonavia. Ouais, la Navia, hein. 24 200, Bester, j'espère aussi, pour le S&P 500. Un Nasdaq à 24 200, je prends aussi, hein. Alors bon, je sais que tu plaisantes, hein, Ryoku, pour Navia, mais hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de diversifier, hein. C'est pour ça que le S&P 500, c'est pas mal. Le MSCI World, c'est bien. Le CAC 40, pourquoi pas, hein, si vous aimez les valeurs du CAC 40, ouais, c'est pas mal tout ça. Bon bah voilà, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Ça fait combien de temps là? Plus d'une heure, c'est beaucoup, hein, alors que je pensais que ça allait durer moins d'une heure. Bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Sur ce, je vais quand même regarder un peu les actions boursières avant la fin et puis faire un peu, je vais geeker un peu. Voilà, il faut aussi profiter du jour de repos. Penses-tu faire des lives plus souvent? Oh, ça prend du temps, hein, il faut que je sois motivé. Euh, c'est un, Ça fait plaisir de temps en temps. Voilà, il faut que ça vaille le coup. Voilà, je trouvais que le DCA ça valait le coup, hein. Je le redis si vous étiez pas là au début. Je l'ai fait essentiellement parce qu'en privé, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont un portefeuille à moins 20%. Voilà. Et qui se font niquer par le marché, qui se font avoir par le marché. Voilà. J'ai vraiment fait ça pour vous parce que j'en avais marre que les gens se fassent niquer par le marché. Euh, je vais prendre le Nasdaq récemment parce que je sais qu'il y a des gens qui ont investi dans le Nasdaq. Je vais remontrer le Nasdaq. Ça a été une purge, hein, le Nasdaq, hein. Pour moi, ça a été pour l'instant 2021 rouge, je vais le dire, hein, sur mon compte US. Heureusement que l'année 2020 a été exceptionnelle, mais c'est rouge, hein, 2021. En même temps, c'est normal, après une année comme ça, c'est pas possible de pas être rouge. Mais vous voyez, vous voyez, il y a des gens qui ont vendu ici, les valeurs du Nasdaq ici, là, par là. Attendez, euh, sont imprimés. Il y a des gens qui ont vendu là, quoi. Ils ont acheté du Nasdaq ici, bah, des valeurs du Nasdaq en haut, à 13 000 et des poussières, 13 500, et c'est redescendu à 12 500. Ils ont pas supporté la baisse. Psychologiquement, ils ont pas réussi. Et je comprends, quand vous avez des valeurs qui perdent 15%, 20%, et bien ils ont vendu. Et c'est normal, psychologiquement, c'est impossible à tenir. En plus, c'est une baisse sur 6 semaines. C'est ultra long, 6 semaines. Finalement, c'est remonté. Et donc, quand c'est remonté, certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont racheté plus haut que leur prix de vente déjà. Et là, derrière, ça se repète la gueule. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Ils accumulent les baisses. C'est-à-dire, même si l'indice boursier a perdu, je sais pas combien il a perdu sur 2000, je crois même qu'elle est positive, les gars, hein. C'est ça le pire dans l'histoire. Euh, c'est où? C'est là, je crois. Je sais pas combien on est là. Ça va bientôt ouvrir le marché. On est à plus 1, je crois. Oui, là, on est en année, là. Et à plus. Alors, je sais pas, on va être rouge là bientôt. Mais on est à. C'est mal foutu, leur truc, là. Configurer. Fichier à durée. Fichier. Voilà. On est à plus 0,54% du Nasdaq cette année. Et il y a des gens qui sont à moins 8, moins 6 en achetant du Nasdaq. Parce qu'en fait, c'est la psychologie qui a pas été bonne. Parce que vous voyez, il y a la mèche là. Je sais pas si vous la voyez, la petite mèche. Euh, donc voilà. Donc je fais ce live pour vous.
pour ceux qui ça intéresse, d'une autre méthode, s'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas eu le temps. Voilà, quelque part, toutes les recherches que j'ai fait sur le DCA, j'en ai fait beaucoup quand même. Je suis pas un spécialiste, mais j'en ai fait beaucoup. Je vous les résumer là, en 1 heure. Pas mal quand même. Et après, à vous de faire d'autres recherches pour voir, parce qu'il y a des choses que je vous ai pas dit sur le DCA, mais globalement, vous avez l'essentiel. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce live, c'est plus pour vous. La question, est-ce que tu vas en faire plus? À la base, j'étais pas motivé, mais c'était plus pour aider les gens, pour ceux qui veulent, pas se faire niquer par le marché. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention au DCA sur des valeurs comme LVMH. J'adore LVMH, hein, vous savez, j'aime beaucoup. Bah, peut-être ça tombera un jour LVMH. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ça tombera et on ne sait rien. Alors qu'un indice, ça sera toujours, presque toujours soutenu par les Américains. Et si vraiment vous avez peur de ça, bah, vous avez le MSCI World, si, bah, le CW8 pour le PEA, ou le Lixor, je sais plus comment ça s'appelle pour le Lixor Core World, je crois que ça s'appelle pour le titre. Vous avez toujours le MSCI de CW8. Ok, il est lent, hein, je partage votre avis, il est lent. Pas lent, hein, 10 ans. Sur 10 ans, on est à 200%, hors frais de courtage, ouais, hors frais de gestion, pardon, hors les frais que prennent Amundi. On est à plus de 200% sur 10 ans. Voilà. Donc, et pareil, là, vous voyez, c'est rouge, mais peut-être derrière, ça a remonté. C'est rien. Vous voyez, ici, il y avait une bougie, il y a une mèche là, mois de mars. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était tombé à 340 €. Ça remonte. Celui de l'Ixor est beaucoup moins cher. Hein. Celui de l'Ixor est beaucoup moins cher. Donc, c'est plus accessible pour ceux qui veulent mettre que 50 ou 100 €. Voilà. Le but, c'est de vous expliquer voilà, c'est juste pour vous aider en fait. Moi j'ai fait ça parce que moi je sais tout ça. Hein. J'ai aucun intérêt de vous montrer. Je vous dis, je gagne pas d'argent. Hein. Le Twitch il me rapporte zéro en plus. Hein. Il rapporte zéro argent. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je regarde. Sinon on va s'arrêter là. C'était bien sympa. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Tu investis sur les cryptos. Perso, je ne connaissais pas le DCA. Bah voilà. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Tu peux faire un peu de DCA et faire voilà. Bien sûr, si tu surperformes les indices boursiers, tout ça, tout ce que je viens de dire ne sert à rien. Hein. Continue sur ta méthode. Reste sur ta méthode surtout. Oui, je fais de la crypto. J'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance, on peut en parler. Euh, bon, je monte l'Ethereum, peut-être c'est un tort, hein, truc que l'Ethereum. Voilà, l'Ethereum est sympathique, le Bitcoin est sympathique aussi. J'ai investi en retard. J'ai créé mon compte en décembre 2020. C'était déjà très tard, je trouve. C'était là déjà. J'avais créé mon compte Binance hein, en décembre 2020. Mais j'ai rien fait. Comme un mec stupide, j'ai rien mis. Et j'ai commencé, je crois, en fin février, début mars. Donc, j'ai commencé à un peu acheter. J'ai mis une certaine somme. Et alors, je sais pas si c'est bien ou pas en performance, parce que j'en ai rien à. J'ai même pas envie. Non, j'ai pas à la dire la performance, ça a aucun intérêt. Le but, c'est de pas être rouge déjà. Donc je suis pas rouge. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance avec la crypto-monnaie parce que j'ai eu un mec avec qui j'ai pas mal discuté en privé qui m'a dit, j'avais mis sur Twitter, ouais, je commence à m'intéresser à la crypto-monnaie. Et le mec, il est venu me parler. Et je sais que c'est un mec qui est sérieux. C'est un mec qui est plutôt sérieux, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être vous retrouver peut-être lui faire un peu de pub. Mais je crois que ça fait longtemps qu'il est pas revenu sur Twitter. Je vais essayer de lui faire un peu de pub. Parce qu'il m'a conseillé quelques cryptos. Et je me suis dit, lui, il est sérieux. Il a une bonne approche en général de beaucoup de choses. Et je me suis dit, bah, on va se concentrer que sur ses valeurs à lui, bah, sur ses cryptos à lui. Je peux vous les dire, hein, et après on va s'arrêter là. Alors, très sur Twitter, mais ça fait longtemps qu'il publie plus rien. Hein. Il s'est arrêté. Hein. Il s'est arrêté. Bah, c'est lui, c'est Monsieur B4Cash. B4Cash, voilà. Je crois qu'à un moment, il avait donné pas mal de conseils, justement quand j'avais dit ouais, je cherche des conseils et il avait répondu à beaucoup de mes tweets. Je sais pas si vous allez les retrouver. Euh, ouais, il s'était absenté pendant 6 mois quand même. Ah, pas tant que ça. 9 mai. Vous lirez, mais je pense qu'à un moment, il donnait il donnait beaucoup de conseils, etc. Et moi, il m'avait dit en privé, euh, il faut, tu regardes ça et ça. Il m'a pas dit d'acheter. Il m'a dit, tu regardes ci et ça et ça. Alors, je peux vous les dire, c'est l'Ethereum. Il m'avait dit. Donc, c'est ce que je vous montre actuellement. Euh, qui a le Chainlink. Je sais pas si je l'ai sur mes graphiques. Ouais, je l'ai le link, mais il est en BTC, en ETH. Il y a le
Ouais, bon, c'est moche. Il y a le Chainlink, donc le Link, il m'avait dit, le DOT, le Polkadot, qui est, voilà. Donc Ethereum, Link, Polkadot, LTC c'est Litecoin. Voilà, c'était surtout ces quatre-là. Il m'avait dit d'autres trucs, il m'avait dit l'Elrond Gold, EGLD, EGLD. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Oh, le Dogecoin, non. Même si ça a plus qu'explosé, mais il a dit non. Je crois qu'il m'avait dit BNB aussi, le BNB, la monnaie de Binance. Voilà. Il y croyait pour différentes raisons au niveau fondamentaux. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur lui et je me suis concentré que sur ces valeurs, bah, sur ces cryptos-là. Et puis voilà, voilà. Et bon, le problème c'est que des fois j'ai acheté un peu d'autres choses. Donc quelque part, ça c'est voilà. En tout cas, je suis bien positif dessus. Ça a bien compensé les valeurs négatives, ma performance négative aux USA sur le Nasdaq. Voilà, mais c'est comme ça. Le Nasdaq reperformera un jour. Pour l'instant, c'est de courte durée. Voilà. Bah, courte durée ou moyenne durée, j'en sais rien, quoi. En tout cas, c'est sûr que le Nasdaq repartira un jour à la hausse, quoi. Mais voilà, c'est pas bien ce que je dis parce qu'on n'a pas de dessert. Voilà. Moi, voilà. Voilà. Bon bah voilà. Salut Akina. Bah voilà, t'arrives à la fin. Bah voilà. Je vais vous laisser. Comme ça, on va finir sur le petit document de fin, la petite conclusion, voilà, bah, le petit plan que j'avais fait. Donc, ça sera en rediff pour 2 semaines, ce live. Bah, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que c'est pas trop rouge actuellement sur les marchés. Bonne journée. Au revoir.